Hello, hello. Bonjour. Alors, on va attendre un petit peu avant de démarrer. Pour l'instant, on n'est que 26 participants. On attend un peu plus de monde. Ça nous fait des coucous. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Est-ce que vous avez eu le temps de déjeuner? Ou est-ce que vous déjeunez après? Ou peut-être pendant. Ah, il faut que tu te rapproches de ton micro, Maximilien. Alors attends. Je vais faire un peu de setup. Merci Steven. Est-ce que là c'est mieux? Parfait. Okay. Bonjour Jérémy. Nicolas, bonjour. Salut Nicolas. Hello. Salut Damien. On attend encore 2 bonnes minutes et après c'est parti. Salut Tanguy. Hello. C'est le moment toujours un peu bizarre. On attend que la salle se remplisse. Ça se remplit vite, hein? Est-ce que vous nous entendez tous bien? Si on peut régler les problèmes de micro maintenant. Parfait. Ok, ouais. Oui, j'ai fait un investissement dans un super micro. Là. Donc, j'espère que c'est bien. Et salut Elias. Bonjour. Bon, c'est en train de se remplir tranquillement. Ok, bah Maximilien, si ça te va, je te propose de pitcher un petit peu et de parler un peu de Comet rapidement. Et puis après, Yes. on va démarrer gentiment ensemble, Avec plaisir. histoire Donc, que tu aies le temps d'aller tout au bout de ta présentation et de répondre à toutes les questions. exactement. Bon, bah, avec plaisir. Déjà, merci Sarah d'organiser ce webinaire, hein, c'est super sympa. Ça va nous permettre de parler de Go et de présenter le langage à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc voilà, moi je suis Maximilien, j'habite à Paris, je suis développeur Go, je suis freelance et je bosse en particulier avec Comet pour l'émission. Voilà, donc aujourd'hui on va essayer de parler du langage. On a 45 minutes pour vous présenter un peu les caractéristiques. J'espère que ça va vous plaire. Donc, je pense qu'on peut y aller. Sarah, tu veux rajouter peut-être quelque chose sur Comet ou... Alors, moi, c'est Sarah sur comment dire, sur le naming, mais c'est Chloé derrière. Mais c'est pas grave. Donc moi, c'est Chloé. Je fais partie de l'équipe Comet depuis 3 ans et je m'occupe de la communauté. Donc, une bonne partie d'entre vous font partie de la communauté, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un bon moyen aussi de vous rappeler que Comet, nous, on s'occupe, du coup, on a une plateforme qui permet de mettre en relation des développeurs freelance tech data avec des sociétés qui en cherchent. Et Comet, c'est aussi une belle communauté qui propose tout un tas d'événements, un Slack sur lequel on peut échanger avec ses pairs et des contenus de type newsletter.
Et aujourd'hui, Maximilien nous fait le plaisir a répondu présent pour partager sa connaissance sur Go et merci beaucoup. Et du coup, je vais vous laisser démarrer tranquillement. Moi, je reste derrière le chat. Ouais. Si vous avez des questions concernant Comet, n'hésitez pas à revenir vers moi et ça fera l'objet de... je vous répondrai aussi à part. Et puis, je serai peut-être la petite voix pour appeler à Maximilien s'il déborde sur son ton. Mais sinon, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Et puis, je te laisse prendre la main. Yes. Merci beaucoup. Désolé pour le prénom qui est au-dessus, donc je n'ai pas réfléchi. Alors, je vais vous présenter mon écran. Je vais vous présenter une petite presse. Est-ce que vous voyez tous mon écran? OK. Donc, on y va. Donc, aujourd'hui, on a un sommaire un peu épais, mais j'espère intéressant. Donc, je vais commencer par un peu vous présenter l'histoire du langage, les motivations derrière la création du langage. Je vais parler un peu de l'attractivité. Un petit benchmark, parce que je sais qu'il va y avoir des développeurs aujourd'hui et qu'on adore les benchmarks. Je vais vous présenter rapidement un peu les caractéristiques du langage. On va faire des petites démos de code et il va y avoir une session de questions-réponses de 15 minutes. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, si vous en avez au cours du webinar, et on y répondra à la fin. Vous pouvez aussi upvoter les questions, ça va nous permettre de trier un peu les questions les plus posées. Voilà. Donc, l'histoire de Go. Alors, Go, il a été créé par trois développeurs, trois grands développeurs. C'est Robert Griesmer, Ken Thompson et Rob Pike, qui sont tous les trois qui travaillent chez Google. Donc, Robert Griesmer, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui est à l'origine du moteur V8 JavaScript. Il est aussi responsable, entre guillemets, de la Java Hotspot Virtual Machine. On a Ken Thompson qui vient du Bell Labs, un endroit un peu légendaire pour ceux qui font de l'informatique. Ken Thompson, c'est la photo en noir et blanc, c'est lui qui est à l'origine du design et de l'implémentation d'Unix. Et il a aussi créé le langage B. C'est un peu un patron. Et ensuite, on a Rob Pike qui vient aussi du Bell Labs. Donc, voilà, ces trois personnes sont à l'origine du langage. Alors, il y a un petit mythe autour de la création de Go que je voulais vous partager, c'est que en fait, ils se sont retrouvés autour d'un bureau pendant une compilation d'un programme extrêmement long qui a duré 45 minutes. Et pendant ces 45 minutes, ils se sont dit qu'ils allaient créer un langage. Et du coup, c'est la naissance de Go. Donc, en 2007, c'est un peu le début des travaux. En 2011, on a livré la première release de Go. Donc, Go, il a maintenant aujourd'hui, il a passé les 10 ans. Donc, c'est un langage qui commence à être un peu mature. Donc après, on peut parler des motivations derrière la création de Go. D'abord, Go, il a été créé pour résoudre les problèmes de Google. Google, il y a des millions de lignes de code. Et c'est du code qui est écrit en C, en C++, en Java et d'autres langages un peu plus exotiques. Et ils ont une grosse problématique de temps de compilation. On l'a vu lors du mythe, le mythe de la création, c'est que en fait, les programmes sont très longs à compiler. Et du coup, ce que ça génère, c'est que les développeurs sont plus en train d'attendre le programme qui compile que de travailler, et la mise à jour et la maintenance est plus complexe, du coup. Donc, du coup, il fallait résoudre ce problème. Les objectifs, du coup, affichés par l'équipe de création de Go, c'était surtout réduire le temps de compilation, vous l'avez compris. Donc d'ailleurs, le temps de compilation, pour ceux qui ne sont pas développeurs, c'est quand on écrit un programme et quand on va le transformer en exécutable, donc en programme qu'on va pouvoir lancer sur une machine. Donc c'est passage du code écrit à quelque chose qu'on peut lancer sur une machine. Donc le deuxième objectif, c'était de créer un langage qui soit facile à apprendre pour des devs qui font du C, du C++ ou du Java, ce qui est un peu la majorité des devs de chez Google. Et donc il fallait qu'ils puissent monter en compétence hyper vite sur le langage. Et ça, c'est vrai que c'est un langage qui est hyper facile à apprendre et je vous encourage à commencer à l'apprendre. Moi, d'expérience, sur un dev junior qui commençait Go, on pouvait le faire monter en compétences efficacement pendant à peu près 2 semaines. Il était efficace. Un autre objectif, c'est la gestion des dépendances. Quand on travaille avec du C, du C++, du Java, vous devez connaître un petit peu ceux qui en font, eh bien, il y a toujours cette problématique de dépendance. Et donc, il fallait qu'ils aient un système de gestion efficace et qu'ils puissent compiler efficacement leur programme.
Parce que souvent, un programme va faire appel à une librairie extérieure, et cette librairie extérieure fait aussi appel à une autre librairie extérieure, qui fait appel à une autre librairie extérieure. Du coup, on a un système assez complexe à résoudre, et c'est une complexité algorithmique importante, et donc il fallait que ça soit efficace et rapide. Et le dernier objectif, qui est, je pense, le plus important, c'est de créer un langage qui soit scalable. À Google, vous savez tous, vous utilisez tous les services de Google quotidiennement, ils gèrent des millions et des millions de requêtes, et il faut les traiter de manière efficace. Voilà. Donc ensuite, je vais faire juste un petit focus sur l'attractivité du langage, pour vous montrer en fait que c'est un langage qui a le vent en poupe. En 2018, 2019 et 2020, Go a été élu le langage le plus demandé par les développeurs lors du Stack Overflow Survey, que vous pouvez aller voir sur Internet d'ailleurs. Les développeurs sont en moyenne assez satisfaits du langage, parce que là, je vous ai mis un petit graphique ici. Plus de 58% donc des répondants sont très satisfaits du langage, 34% satisfaits, et donc voilà, ceux qui utilisent Go, en tout cas, sont contents de l'utiliser. On a d'autres langages où c'est pas le cas, hein, par exemple, où c'est plutôt subi, alors que, par exemple, on travaille avec un langage qu'on n'aime pas professionnellement, et ça arrive. Ensuite, là, je vous ai mis un petit graphique, hein, ça c'est aussi intéressant de noter que beaucoup de devs vont préférer utiliser Go pour leur prochain projet. On a 91% des répondants en 2020 qui le disent. 89% des répondants disent que Go marche bien pour leur entreprise. Et on a 66% de personnes qui disent que Go est critique pour le succès de leur entreprise. En termes d'open source, alors ça c'est aussi un bon proxy de l'attractivité du langage, c'est qu'on a des gros projets qui sont bâtis sur du Go. On a Kubernetes, on a Docker, on a Terraform, on a Consul pour la gestion des secrets, on a Packer, CockroachDB, voilà, tous ces projets-là sont faits en Go. Les entreprises aussi l'utilisent, on a des grosses boîtes qui l'utilisent. Je commençais par les françaises, parce que on est en France, donc alors on a Le Bon Coin, on a TF1, on a OVH, on a Algolia, il y en a bien d'autres, et les entreprises plutôt américaines du coup, Slack, Google bien évidemment, Walmart, Tencent, etc., etc. Vous pouvez d'ailleurs consulter, je vous enverrai le lien de la liste officielle des entreprises qui utilisent Go quotidiennement. Donc c'est un langage qui aujourd'hui est utilisé en production sur des services critiques. Donc vous pouvez lui faire confiance. Alors donc un petit benchmark juste pour vous montrer un petit peu que effectivement le langage est efficace. Alors des benchmarks, bon, petit avertissement, il y en a beaucoup sur le marché, il y en a beaucoup qui sont publiés. Il ne faut pas forcément y croire comme si c'était la vérité unique. Chaque cas d'usage est différent, et il faut choisir son langage en fonction du cas d'usage qu'on a. Mais en tout cas, si on cherche quelque chose qui est rapide et qui peut traiter des requêtes rapidement, Go est un choix intéressant. Donc les conditions du benchmark, c'est qu'on a généré de la donnée random, et donc la donnée random avec une structure basique, et on a généré 6000 données random, et on l'a encodé en JSON, et on l'a retourné un serveur donc, qui va retourner ça au client. Donc voilà, c'est un test classique, c'est comme si on créait une API et qu'on allait bombarder l'API de requêtes. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais sur ce benchmark, on voit que Go est 4 fois plus rapide que .NET, 1,35 fois plus rapide que Node.js et 10 fois plus rapide que PHP, sur du PHP pur ou du Symfony. Donc c'est quand même un langage qui est très, très efficace. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans tout ce qui est dans les caractéristiques même du langage qui font que Go est Go, et pas un autre langage. Alors déjà, il est compilé. Donc compilé, je vous l'ai dit, hein, on va transformer un fichier de source, on va le faire passer par un programme qui s'appelle le compilateur, et ça va nous donner notre programme qu'on va exécuter sur une machine. Donc c'est un langage compilé. La compilation du Go est très rapide, et on va le voir dans les exemples, c'est que pour d'autres personnes qui auraient fait l'expérience d'autres langages, vous allez voir que c'est très rapide à compiler. Go est un langage avec un typage très fort. C'est-à-dire que lorsque vous créez une fonction, vous devez préciser que votre fonction va prendre un certain type, que votre fonction va retourner un autre type, et vous ne pouvez pas passer outre. C'est un langage qui est aussi super facile à apprendre, j'ai déjà dit, mais un bon proxy pour vous démontrer que c'est vrai,
c'est qu'il y a 25 mots réservés en Go seulement. Donc un mot réservé, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc une suite de caractères qui est réservée par le langage de programmation pour effectuer pour décrire des tâches. Par exemple, if, c'est un mot réservé, c'est utilisé pour le langage pour décrire une condition. Else, pareil, for, pareil. Et donc, on peut compter ces mots réservés. Ces mots réservés vont nous servir à construire notre programme. Donc, 25 mots réservés pour Go, Java 52, PHP 49, Ruby 42, JS 46. On a aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a des features de concurrence. Donc, qu'est-ce que c'est que la concurrence pour ceux qui ne savent pas? Alors, la concurrence, c'est l'habilité pour un programme à exécuter des tâches dans un ordre partiel ou dans le désordre sans affecter le résultat final. En fait, ça va nous permettre de construire des programmes qui vont être capables de traiter toute une série de tâches et qui vont les traiter dans un ordre qu'il va choisir lui-même et qui va être optimal, et on va pouvoir paralléliser les tâches. Et donc Go a un outil de gestion de la concurrence hyper efficace et hyper simple à utiliser. Ça va s'articuler surtout autour des canaux, les channels. Donc c'est une des features assez intéressantes, tout le monde en vit un peu à Go, et c'est construit de manière à ce que le développeur puisse créer ça de manière très rapide et sans avoir à trop se prendre la tête. Je vous avertis juste sur ça, sur la concurrence, effectivement c'est hyper bien. Toutefois, ça demande quand même un peu d'expérience, et pour le maîtriser, ça demande quand même un peu de bouteille. Et en général, les développeurs débutants vont se foncer directement sur la concurrence, alors que, en fait, un programme n'a pas forcément besoin d'être concurrent pour être efficace. Et parfois, même, rajouter de la concurrence le rend moins efficace. En revanche, il y a d'autres applications qui sont très clairement concurrentes. Par exemple, un serveur web, il doit traiter des milliers de requêtes en même temps, donc il doit être concurrent, on n'a pas le choix. Mais pour des programmes très simples, parfois, il n'y a même pas besoin de mettre de la concurrence, et ça alourdit la lecture du programme. Ensuite, je vais juste évoquer le ramasse-miettes. Alors, le ramasse-miettes, ça, c'est un concept intéressant. Certains langages, vous avez à gérer votre mémoire. C'est-à-dire que lorsque vous créez une variable, lorsque vous voulez mettre, par exemple, hello dans un espace mémoire de l'ordinateur, il va falloir allouer cette mémoire, et lorsqu'on ne s'en sert plus, il va falloir le désallouer. Donc, il va falloir l'enlever de la mémoire. Ça, on sait, par exemple, vous êtes obligé de le faire vous-même. C'est-à-dire, c'est à vous de dire, je vais allouer cette partie de la mémoire pour stocker cette lettre, l'autre pour stocker cet entier-là. C'est à vous de vous débrouiller avec ça. Et c'est assez pénible à faire, et ça requiert quand même de la compétence. Et donc, Go, avec Go, vous n'avez pas à faire ça. En fait, vous avez ce qu'on appelle un ramasse-miettes. C'est un programme qui est intégré directement à Go, qui va vous permettre de gérer ça. Il va vous gérer ça lui-même, en fait. Vous n'avez pas à vous en occuper. On vous crée une variable, Go va automatiquement aller faire ramasser cette variable lorsqu'elle n'est plus utilisée. Donc le ramasse-miettes, garbage collector, hein, pour les anglophones, il a gagné en efficacité au fil du temps, et aujourd'hui, l'impact sur les performances est très faible. Ensuite, Go a un système de gestion des dépendances intégré. Complètement intégré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composer à côté installé, il n'y a pas de Maven. Non, c'est directement intégré au langage. Alors, on l'a attendu longtemps, ce système de gestion de la concurrence, puisqu'il est venu un peu après. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est quand même assez mature, et on peut gérer gérer les dépendances de manière efficace. Voilà, pour les caractéristiques du langage. Alors, je vais juste faire un petit zoom sur l'organisation d'un code en Go. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un code en Go? C'est vrai, on se demande très sincèrement, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est des fichiers qu'on appelle des source files, donc des fichiers de code source. Et un fichier de code source, c'est tout simple. En fait, au début, on va avoir une clause de package. On va dire, voilà, ce code source appartient à ce package-là. On va avoir un set d'imports de dépendance. Donc, par exemple, vous pouvez dépendre de librairies externes que vous allez chercher sur Internet, ou de librairies standards qui font partie du langage. Et ensuite, vous allez décrire toutes vos fonctions, vos constantes, vos variables. Et donc, les programmes en Go sont organisés sous forme de paquets, de packages. Donc là, je vous ai montré à côté un programme Go typique où on a plusieurs packages. On a le package A, le package B, et on a un package qu'on appelle le package main,
qui est le point d'entrée du programme. Un peu, si vous avez fait du C, ça va vous dire quelque chose, qu'on a la fonction main aussi en C, c'est le point d'entrée du programme. Vous n'êtes pas obligé de mettre un package main, parce que si vous mettez un package main, ça veut dire que vous faites une application, donc un truc que vous allez lancer, mais vous pouvez aussi faire une librairie, c'est-à-dire vous pouvez omettre ce package main et avoir que des packages que vous voulez utiliser après pour construire un autre programme, un autre applicatif ailleurs. Et il y a deux petits fichiers là, mais j'y reviendrai, si vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à me poser la question, mais en fait, ça, ces fichiers go.mod et go.sum, ça va être un peu le package.json, par exemple, pour ceux qui font du JS, Node.js, ça va être le composer.json. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais en fait, ça va nous permettre de gérer les dépendances du programme et de permettre de réinstaller lorsque voilà, vous avez fini votre code, et que vous le pushez sur Internet et que votre collègue va récupérer le code, il va pouvoir installer l'applicatif facilement. Donc, je vais faire un petit peu de démonstration maintenant. Alors, j'ai enregistré ces démos pour éviter le fameux effet démo où ça ne marche pas et je perds beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai enregistré un petit avertissement, mais je vais vous présenter 5 usages. Donc, on va commencer par un Hello World, après on verra les types, les méthodes, les serveurs web et les avantages du langage. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'il y a sur l'écran? Ok. Donc, je commence. Alors là, l'idée, c'est que voilà, j'ai créé un dossier dans mon éditeur de code, j'ai créé un dossier que j'appelle Webinar Connect, et j'ai créé un fichier que j'appelle main.go. Dans ce fichier, je vais écrire mon programme, je vais écrire mon Hello World. Alors, je commence par dire que je commence par définir ma clause de package. Ensuite, je crée une fonction. Cette fonction, je l'appelle main. Et donc, cette fonction main, en fait, c'est le point d'entrée de notre programme. C'est vraiment ce qui va être lancé lorsqu'on va le compiler et qu'après on va le lancer, c'est ça qui va être lancé à partir de la ligne 4. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai importé donc, le package FMT, qui est un package de la librairie standard, qui va me permettre d'afficher des choses, d'imprimer des choses. Et donc, avec ce package FMT, j'appelle la fonction println, qui va permettre d'afficher sur l'écran quelque chose. Et donc, je lui donne en paramètre la string, donc la chaîne de caractères, hello world, tout simplement. Voilà, donc juste un petit point qui peut vous intéresser, pour ceux qui ont fait du Java, du PHP ou autre. Il ne va pas y avoir de private, public, protected dans le langage. C'est-à-dire que dans ce package FMT, je vais avoir une fonction println et je vais la rendre exportable, c'est-à-dire je vais pouvoir l'utiliser dans d'autres packages si son nom commence par une majuscule. Là, j'ai une majuscule AP, donc ça veut dire que ma fonction, elle est exportée et elle peut être utilisée dans d'autres packages. Voilà, tout simplement, on va gérer l'encapsulation via le nom de l'identifieur de la fonction, ou de la variable, ou de la constante. Donc je continue. Là, j'ai fait mon petit programme. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le compiler. D'abord, je vais le lancer. Donc on a une commande. Donc là, c'est la ligne de commande Go. Lorsque vous installez Go, vous allez installer ça. Vous allez installer la CLI Go. Et donc, vous allez pouvoir lancer directement votre programme de la sorte. Donc là, je fais Go Run Main Go. Ça va en fait compiler et lancer le programme. Je peux aussi le compiler et le lancer après. Donc là, je fais Go Build -o hello, ça veut dire que je vais nommer mon binaire hello. Je le compile. Je vous fais un petit ls. Je vous montre ce qu'il y a dans mon dossier pour que vous voyez qu'il m'a créé, vous voyez ici, il m'a créé un fichier exécutable. Et donc là, après, je vais pouvoir lancer ce fichier exécutable. Et vous voyez, je le lance et mon programme est lancé. Voilà, juste, je vous fais un petit ls-lh après, c'est pour vous montrer combien, en fait, la taille de l'exécutable, il est assez important, et ça, c'est pas mal de gens charrient sur ça. Mais bon, après tout, là, c'est un peu la force de l'exécutable, si vous voulez, c'est que vous avez ce fichier-là et vous pouvez le mettre dans n'importe quel serveur et ça marchera pareil. Il n'y a pas besoin d'installer d'autres choses pour le faire fonctionner. Voilà. Voilà pour cet exemple Hello World. Donc ensuite, on va passer à un autre exemple où je vais vous montrer un peu le système de type. Je vais me prendre un petit coup d'eau. Donc le système de type, en Go, vous allez voir, il est assez simple.
Donc là, j'ai créé un nouveau dossier et je vais vous montrer comment initialiser en fait un module qu'on va pouvoir partager avec d'autres développeurs ou avec son équipe en interne. On n'est pas obligé de le partager sur Internet. Chaque fois qu'on écrit un programme Go, on peut le garder pour soi, on peut le partager dans une team ou on peut le partager sur GitHub. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser mon module. Ce qu'on appelle un module, c'est donc voilà, un programme Go ou une librairie Go. Donc ce que je fais, c'est que je fais go-mode init, github.com/maximilianandil/ donc ça, c'est l'adresse en fait du repository. Voilà, je fais go-mode init, et en fait, ce que ça va faire, c'est que Go va automatiquement me créer le fichier go.mode que vous allez voir. Je vous le montrerai un peu plus tard. Donc là, ce que je fais, c'est grâce à mon IDE, je vais créer un simple fichier main.go, et je lui dis, ça va être une application, donc c'est un point d'entrée, donc automatiquement, il me fait mon package main et ma fonction main. Voilà. Donc, l'idée, c'est que dans ce package, c'est un package main, mais main, c'est un package comme n'importe lequel, je vais créer un type, qui est une structure, qui s'appuie sur une structure. Donc là, j'ai un nouveau type qui s'appelle carte. D'ailleurs, on remarque au passage que le C est en majuscule, donc ça veut dire qu'il sera exporté. Et je vais rajouter des champs sur ce type. Je vais rajouter un ID, qui est un string, une date de création, qui est un time.time. D'ailleurs, on voit là que je vais importer le package standard time, qui va me servir à définir un temps. Donc ça va être la date de création du panier. Le total price, donc le prix total du panier. Donc là, je crée un nouveau champ que je dis qu'il est de type uint8. Ça, c'est les types de base string, uint8, ce sont les types de base du langage. Voilà, je continue. Et je vais créer un autre type, tiens. Eh bien, ça va être un type item, parce que dans un panier, en général, on a des items. Et donc, c'est aussi une struct. Pareil, je lui rajoute des champs. Donc, j'ai un champ ID, un champ name, un champ SKU, donc l'ID du produit, un champ quantity. Je vais dire que c'est un uint8. Hein. Uint, ça veut dire unsigned integer 8, ça veut dire que c'est un nombre entier sans signe. Le prix unitaire que je vais stocker d'abord en uint8. Voilà, donc j'ai mes deux types, un type carte et un type item. Là, vous voyez, moi, là, ça ne me correspond pas trop, en fait. Enfin, je trouve que c'est un peu sale, entre guillemets, de stocker un prix sous une forme juste uint8, parce que déjà, on n'a pas la monnaie, donc on ne sait pas interpréter. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire 100 ? Si c'est 100 livres ou 100 euros, c'est pas pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller importer une librairie externe qu'on a trouvée sur GitHub. Donc, pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est juste, on va sortir notre terminal, et on va aller dire à Go d'aller chercher une librairie externe. Donc là, j'ai juste copié-collé l'URL du repo. Je fais go get, et donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter ma librairie dans mon fichier GoMode, et il va me le télécharger aussi sur mon ordi. Donc vous voyez, le fichier GoMode, hein, ça me dit, je suis sur le module github.com en Go en version 1.16, et je veux utiliser ce module que j'ai trouvé sur GitHub qui va me gérer la monnaie parfaitement. Donc là, maintenant, vu qu'on l'a importé, on va pouvoir l'utiliser. Donc là, je vais dire que en fait, mon total price, ça va être une variable de type monnaie du package monnaie. Vous voyez que j'ai importé ici, j'importe ici le package GoMoney, qui va exporter, lui, le type monnaie. Donc, unit price, je remplace ici par monnaie. Ah là, vous voyez quelque chose qu'on n'a pas vu, je ne vous ai pas expliqué. Ça, cette petite étoile, ça veut dire que c'est un pointeur. Un pointeur, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Alors, si vous avez dû faire du C, vous savez ce que c'est. Mais en fait, un pointeur, en fait, c'est une adresse mémoire. Voilà, tout simplement, on va pointer vers un espace mémoire. Donc là, je dis qu'en fait, total price, c'est un élément de type monnaie, du package monnaie, et c'est un pointeur vers un type monnaie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des items pour mettre dans mon panier. Donc là, je suis dans ma fonction main, donc je suis dans mon applicatif. Je crée une variable items, et vous voyez là, je vais 2 points égales, ça me permet de définir ma variable. Et donc, en fait, là, ce que j'ai défini, ce petit crochet item,
là, ce qu'on retrouve ici, ça veut dire que c'est une slice. Vous pouvez voir ça comme un tableau, une slice d'items, donc une collection d'items. La slice, c'est un élément qui peut être grossi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de dire à la compilation, vous voyez, il y a 4 éléments dans cette collection, contrairement à un array en Go qui est, où on doit dire que voilà, il y a tant d'éléments dans l'array. Donc, je crée mes items, et donc là, en fait, je vais créer des items et je vais les insérer dans ma collection, dans ma slice. Je vous passe un peu. Donc là, quantity unit price, et c'était à 2. Unit price va valoir, je vais créer un élément de type monnaie.monnaie avec un monnaie.new, et je vais dire que c'est 1,22 €. Donc avec ce package, en fait, on exprime la monnaie en centimes. Je crée un autre item, copie-colle. Cette fois, je dis que c'est un book, et je dis qu'il vaut 690 €. Un peu cher quand même. Et ensuite, je vais créer une variable qui s'appelle myCart, et donc dans cette variable-là, oui, mon IDE va m'aider, en fait, je vais pouvoir définir chaque champ. Je vais dire que c'est le carte numéro 4785. Je vais lui dire qu'il a été créé maintenant, donc time.now, c'est une fonction du package time, et j'ai un total price qui vaut nil par défaut. Donc nil, c'est en fait, ça veut dire nul, c'est la valeur d'un pointeur par défaut. Là, je me rends compte que j'avais oublié, en fait, dans carte de préciser qu'il y avait une collection d'items, donc une slice d'items. Donc là, je l'ai rajouté, et je vais pouvoir intégrer ma slice d'items dans mon carte. Voilà, donc là, on a notre variable myCart. Et là, je vais faire une petite boucle pour vous montrer un peu comment on fait une boucle en Go. Donc, on a un for k, v, range. Ça veut dire qu'en fait, je vais parcourir myCart.items. K, ça va être l'index, et V, ça va être la valeur. Et vous voyez comment on va l'utiliser. Donc là, j'appelle la fonction println pour afficher les informations à l'écran. Là, vous voyez, K, mon IDE m'engueule, mais c'est normal parce qu'en fait, je ne l'utilise pas. Donc, j'ai pas le droit d'avoir des variables qui ne sont pas utilisées. Et ça, on le verra après. Donc là, voilà, mon programme est fini. J'ai mon type carte, mon type item. On peut passer à l'exécution. Donc là, pareil, je go build, je compile mon programme. Je l'appelle type1. Je dis qu'il est dans main.go. Voilà, c'est compilé. Vous voyez, c'est hyper rapide. Et là, je fais type 1, je l'exécute. Vous voyez, ça m'a bien exécuté ce qu'on attendait. Super. Donc là, je vous ai montré un peu ce que c'était les types, comment on crée un type custom. Vous pouvez créer n'importe quel type custom. C'est assez simple, vous l'avez vu. Donc là, je vais passer à une autre démo. Je vais vous montrer les méthodes. Donc là, je reviens sur mon exemple précédent. Je n'ai rien changé. Mais je vais créer ce qu'on appelle une méthode. Une méthode, ça va me permettre de rajouter des capacités à un type. C'est comme une classe, en fait. Enfin, c'est comme une classe. C'est un petit peu différent d'une classe, mais vous pouvez le voir de cette manière-là. C'est qu'en fait, j'ai un type carte et je vais lui rajouter des capacités. Par exemple, compute price. Compute price, qu'est-ce que ça va faire? Ça va calculer le total du panier. Mon panier comprend quelques items, et donc je vais calculer le prix total. Là, je rajoute un petit to-do parce qu'en fait, on initialise le grand total, donc le total du panier à une monnaie en euros, alors qu'on potentiellement, on peut avoir une autre monnaie. Donc ça risque de ne pas marcher si vous gérez d'autres monnaies. Donc là, en fait, ce que je dois faire, c'est que je dois faire une loop. Donc je dois itérer sur mes items, et à chaque item, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier la quantité par le prix unitaire. J'obtiens mon total d'items. Vous allez voir comment ça se fait. Donc je prends v.unitprice, .multiply. Je convertis mon uint8 en int64, parce qu'en fait, multiply, ça appelle que du int64. J'ai donc mon prix total pour mon item. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajouter au grand total. J'ai initialisé mon grand total à 0, et du coup, j'ajoute. Donc, j'utilise la méthode add, qui est définie sur grand total.
Là, ce que je vois, c'est que j'ai une variable que je dois définir en dehors de ma boucle. Et là, je vais faire un test pour voir si j'ai une erreur ou pas. Si j'ai une erreur, je vais retourner cette erreur. Alors, vous avez vu que ma fonction, là, je vais mettre en pause parce que ma méthode, elle s'appelle ComputePress, et là, vous voyez, c'est ce qu'elle va renvoyer. Donc là, je dis, ma méthode va renvoyer potentiellement une erreur. Et donc, s'il y a une erreur, si quelque chose se passe mal dans cette méthode, par exemple add, ça voudrait dire, par exemple, on ajoute des dollars avec des dollars canadiens, des dollars US avec des dollars canadiens, ça ne passera pas, ça va péter. Donc, on va renvoyer l'erreur. Là, j'ai une variable qui n'est pas utilisée, vous voyez, ça m'engueule, donc je la remplace par un underscore. Après, qu'est-ce que je fais tout simplement, je vais setter mon total price dans mon panier. Donc C, ça représente en fait mon panier, hein, et je peux aller modifier mon total price. Et je retourne nil. Pourquoi nil? Parce que il n'y a pas d'erreur. Et donc nil, c'est... en fait, error, c'est une interface. Mais ça, c'est un petit peu plus avancé. Peut-être, si vous avez des questions là-dessus, on pourra peut-être y venir. Mais c'est un petit peu plus avancé et on n'aura pas le temps de le voir. Mais juste à retenir, c'est qu'en fait, ça, c'est une construction hyper classique en Go, c'est qu'on a une fonction, une méthode, qui renvoie potentiellement une erreur ou un résultat. Donc là, vous voyez, j'ai mon fonction main. Donc là, c'est un peu petit, donc je vous passe le détail. Mais en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler en fait ma méthode. Donc je vais faire myCard.computePrice. Alors j'aurais dû faire un petit zoom, mais en fait, c'est pas grave. Et donc là, je vais compiler mon programme et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, là j'ai un petit zoom, ça peut. Donc vous voyez, je fais myCart.computePrice, j'appelle ma méthode. Attention, ça peut renvoyer une erreur. Donc si ça renvoie une erreur, je dois checker s'il y a une erreur IFR différent de nil. Donc c'est-à-dire s'il y a une erreur, dans ce cas-là, je fais log fatal, et log fatal, ça m'arrête tout le programme et il part en process différent de 0, en retourne code différent de 0. Ensuite, je fais une impression classique. On lance, on va compiler classiquement. Donc là, j'espère que vous savez tous que c'est GoBuild. Hein, voilà. Moins O pour le nom du programme. Donc là, je l'appelle un peu n'importe comment. Hein. Et je lui précise que voilà, je vais travailler. Mon programme est dans le fichier main. Et là, j'exécute. Voilà, on voit qu'il a calculé le total price. Donc là, voilà, 6900 pour ce panier. C'est un peu cher quand même. Voilà, donc là, on a vu les types. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un petit serveur. Parce que ça, c'est un cas d'usage hyper courant en Go, c'est de faire des serveurs. Voilà, vous voulez monter une API, eh bien, on va voir comment ça se fait. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc là, je suis sur un nouveau dossier. Hein, j'ai créé un nouveau dossier Webinar Commit Server. Donc, je fais go mode init. J'initialise mon module, j'initialise mon programme. Je lui dis que mon repo, donc en fait, après init, on a une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, ça s'appelle le module pass. On pourrait mettre n'importe quoi, on pourrait mettre Toto, ça marcherait aussi. Sauf que c'est classique en fait de mettre l'URL du repository. C'est une pratique courante. Mais vous pouvez mettre Toto, hein, ça marchera. C'est surtout utile lorsque vous voulez partager votre code avec d'autres personnes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter une dépendance externe, donc un module que j'ai trouvé sur Internet, qui va me permettre de gérer une API. Au passage, c'est un que j'aime bien et qui permet de construire une API de manière hyper efficace, qui est au niveau de la syntaxe hyper proche d'Express, pour ceux qui connaissent. Ou d'autres outils de Laravel ou d'autres outils. Donc là, je crée un petit dossier que j'appelle CMD. C'est un peu un classique sur les programmes Go. C'est qu'on va stocker en général notre package main dans un dossier CMD. Là, j'ai mon point d'entrée. Donc, je vous rappelle, un point d'entrée du programme. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais créer un moteur par défaut serveur.
Donc après, je vous invite à aller regarder la documentation. Mais de toute façon, tous ces codes-là, je vais vous envoyer des liens. Vous pourrez les récupérer après. Et donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais définir mes routes. Voilà, là, je vais dire que j'ai un get /hello et je vais définir ce que ça doit faire. Donc, en fait, la fonction, la méthode .get de R, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accepter un pass et une fonction qui va être exécutée, un handler qui va être exécuté lorsque ce pass est appelé. Là, ce que je fais, c'est que je vais renvoyer du JSON, je vais renvoyer un statut OK, donc j'utilise c.json, et je vais renvoyer un hello world tout simple. Donc j'appelle gin.h, en fait, ça c'est une petite construction assez sympa qui permet de renvoyer, de créer assez rapidement une hash map en fait. Donc là j'ai un post, hein, voilà, pourquoi pas, hein, un post /user. Et donc pareil, je définis mon handler, je vous passe un peu, mais là ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai dit que ça répondra à un statut http.status_not_implemented. Donc vous voyez, au passage, j'ai importé une librairie externe ici et un package de la librairie standard. Ensuite, pour lancer mon serveur, qu'est-ce que je fais? C'est r.run. Alors attention, r.run peut renvoyer une erreur, donc je dois checker mon erreur. Si je ne la check pas, mon programme va juste s'arrêter et il va me dire que tout s'est bien passé si on ne la check pas. Donc voilà, si j'ai une erreur, paf, je fais un log fatal et ça arrête le programme. Voilà, je fais un petit peu de ménage, je rajoute un petit log. Donc là, je fais juste un petit passage sur les imports. Vous voyez, là, c'est une librairie externe que j'ai importée. Et on a deux librairies standards, hein, la librairie standard, qui sont log et net HTTP. En soi, Gin, ce n'est pas forcément nécessaire pour faire des serveurs web. Vous pouvez toujours le faire avec du pure Go, pure librairie standard. C'est possible. Simplement, c'est un petit peu plus sympa comme ça. Là, on va tester un peu le serveur. Donc pareil, hein, voilà, on a fait notre programme Go, on a écrit notre code source, maintenant on compile. Simplement, go build, -o, hop, je l'appelle myServer. Je lui dis où est mon fichier main, il compile. Ensuite, j'exécute. Je lance mon serveur. Vous voyez. J'ai des éléments de debug. Donc automatiquement, il va binder sur le port 8080. Et là, je teste avec curl. Hein. Curl, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un outil pour appeler des URL. Typiquement, on l'utilise beaucoup lorsqu'on développe des API pour tester des API. Ce serait comme j'utiliserais un navigateur et je prendrais http localhost 8080/hello, ça serait exactement pareil. Là, vous voyez, j'ai fait un appel et je revois bien dans mon serveur que j'ai bien la ligne d'appel. Je refais un appel, vous voyez, ça répond correctement. Je fais un petit test après sur le endpoint qui va... c'est un post-user. Donc voilà, la commande curl, elle est un peu compliquée, mais bon, tout ce que ça fait, c'est ça appelle cette URL et ça l'appelle en poste. Et -v, ça veut dire je donne un peu de verbosité, donc j'affiche un peu plus de détails. Vous voyez, là, ça répond bien, 501 not implemented, exactement ce qu'on lui a demandé de répondre. Là, je vous fais un dernier test en vous montrant, donc là, je teste plusieurs fois le endpoint user, et puis là, je vais faire un petit test pour essayer d'appeler une route qui n'existe pas. Et vous voyez qu'il va me répondre avec une 404, not found. Super. Donc voilà, on a fait un petit serveur en à peine 6 minutes. Je vous présente ensuite ce que je trouve bien avec Go, en fait. Je vais vous présenter des trucs qui ne compilent pas, mais pour vous montrer qu'en fait, c'est pour votre bien. Alors, en Go, il n'y a pas de variables, d'éléments de structure qui sont indéfinis. Ça n'existe pas quelque chose qui est indéfini. Alors, pour ceux qui ont fait du JS, pour ceux qui ont fait d'autres langages, parfois, on crée une variable. Lorsque je crée une variable name et que je lui dis... je vais juste remettre un peu pour vous montrer. Lorsque je crée une variable name de type string, on s'attendrait à ce que ça ne soit pas défini encore. Effectivement, cette syntaxe veut dire je crée une variable name de type string, mais je fais juste que la définir, donner un nom, je définis cette variable. Eh bien, en fait, Go, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'initialiser. Il va toujours initialiser les variables.
Je vais vous le montrer en direct. Donc là, vous voyez, ce que ça a fait, c'est qu'en fait, on a le retour. Name va être initialisé avec la chaîne vide et Edge va être initialisé à 0. Donc voilà exactement ce que ça renvoie. Je le remets. Pareil pour un time, hein, vous voyez, j'ai une propriété qui s'appelle createdDate et en fait, elle est initialisée avec un temps du premier, alors l'an 1 du 1er janvier. Ensuite, un autre exemple assez intéressant, c'est qu'en fait, on a parlé des imports et en fait, ce qui se passe au niveau des imports, c'est que ce n'est pas possible d'avoir des imports. On ne peut pas importer quelque chose et ne pas l'utiliser. Ça, c'est surtout intéressant pour ceux qui ont fait du C. C'est qu'en fait, ça peut arriver qu'on importe des choses mais qu'on n'utilise pas, donc ça alourdit les binaires. Et ça, l'équipe de Go a voulu tacler le problème. Et donc là, je vais avoir un import, je vais importer la librairie log, mais je ne l'utilise pas. J'utilise que FMT. Voilà, donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. On va lancer directement le programme avec un go run. Et ça va m'afficher imported and not used log. Donc log, en fait, j'essaie de l'importer, mais je ne l'utilise pas. Donc forcément, ça m'envoie une alerte. Et ça ne compile pas, ça refuse de compiler. Autre chose, il n'y a pas de variables qui sont non utilisées en Go. Là, vous voyez, j'ai défini une variable A, que j'ai initialisée avec test, c'est une string, et une variable B, je l'ai initialisée avec 42, j'utilise que B, en faisant un FMT println de B. Mais A, en fait, je n'utilise pas. Et on va voir si mon programme va compiler. Donc déjà, je me fais engueuler par mon IDE, c'est normal. Donc je run, et donc je dis A est déclaré, mais n'est pas utilisé. Et donc là, ça refuse de compiler. Ma variable est déclarée, mais n'est pas utilisée. Vous ne pouvez pas avoir de variable non utilisée. Ensuite, là, je vais vous présenter un exemple sur le système de typage qui est très fort. Donc là, j'ai un type client où j'ai un champ name et j'ai une fonction ban qui va accepter un client et qui va renvoyer une erreur pour une sorte de bannissement du client. Je vais essayer d'appeler ma fonction ban. Donc, vous voyez, ligne 20, j'appelle ma fonction ban, mais je lui donne un email, un type email à la place, une variable de type email. Et vous allez voir que ça ne va pas compiler. Voilà, je ne peux pas utiliser email, qui est de type email, à la place du client dans ma fonction ban. Pas possible. Donc le typage fort vous permet d'éviter ce genre d'erreur que vous pouvez rencontrer en fait parfois, avec d'autres langages qui ne vérifient pas forcément. C'est un peu l'avantage d'avoir un typage fort. Alors, je vais aller à la prochaine slide. On va parler un petit peu des use cases. Alors, j'essaie de mettre en plein écran, non, ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc là, c'est un peu pour vous présenter, pour finir un petit peu, comment est utilisé Go de nos jours. Donc Go, de nos jours, d'après un échantillon de Gopher, c'est utilisé principalement pour faire de la programmation web. Après, pour tout ce qui est gestion des databases, beaucoup utilisé par le DevOps. On a aussi de la programmation réseau qui est pas mal utilisée, de la programmation système. Et ensuite, l'autre graphique qui se situe plutôt ici. Et donc là, ce sont les gens qui disent qu'est-ce qu'ils écrivent avec Go. Typiquement, ils vont écrire des API. Ils vont écrire aussi des interfaces de lignes de commande, des librairies ou des frameworks. Aussi des web services et des scripts d'automation. Voilà. Donc après, de toute façon, vous aurez la slide, vous pourrez un peu étudier ça, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Voilà, donc on arrive à la fin. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Et il est temps de prendre un peu des questions. Alors, je vais faire des actes et je vais passer aux questions.
Alors, Cédric qui nous demande si on peut faire du fonctionnel ou utiliser des lambda. J'ai vu passer des choses là-dessus. Alors, quand tu dis utiliser dans lambda, euh, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, c'est AWS lambda dont tu parles ou c'est juste du fonctionnel? Alors, je ne sais pas si Jérémy est en train de taper. Pendant que Jérémy nous répond, je passe à la suivante. Cédric, peut-on... ah oui, c'est exactement, pardon. Désolé. Ok, je passe à la suivante. Du fonctionnel, oui, j'ai déjà vu passer. Vous pouvez mettre du Go sur AWS Lambda. Vous pouvez aussi faire des fonctions lambda. Je crois avoir vu passer ça, mais à vérifier. Y a-t-il des sites communautaires en Go? Alors, ça, c'est une super question. Alors, il y a le groupe de discussion Google Go que vous pouvez... c'est une mailing list. On a aussi un Slack, que je vous mettrai les liens de tout ça, et un site annuaire, donc des librairies du style npm.js. Oui, on a. Je vous mettrai aussi le lien. Et ça vous permet de rechercher des librairies. Quel environnement de travail conseilles-tu? VS Code ou autre IDE? Et pourrais-tu donner quelques extensions que tu conseilles? Alors, moi, j'utilise beaucoup Goland. Donc, Goland, c'est le truc d'IntelliJ. C'est payant, mais je le trouve quand même hyper bien, hyper agréable à utiliser. Je n'ai pas de lien particulier avec eux, mais voilà, moi, j'aime bien l'utiliser. Les extensions, il n'y en a pas vraiment besoin, mais ils ont déjà... En fait, Goland, c'est pas mal parce que tu pourras débugger ton code. Tu pourras lancer une piste de debug et voir comment ça réagit. C'est hyper pratique. Tu peux aussi lancer d'un clic. Là, je ne l'ai pas fait dans les démos, mais tu sais, vous avez la flèche verte, tu t'appuies d'un clic et tu lances ton programme directement. C'est hyper, hyper simple. Alors ensuite, on a fait un retour d'un objet de type erreur. On ne pouvait pas lancer une exception. Alors ça, oui. Non, on ne peut pas. Il n'y a pas d'exception en Go. C'est un langage sur lequel il n'y a pas d'exception. Donc, vous n'aurez pas d'exception. Il faut, lorsque votre fonction renvoie une erreur, bah, il faut la traiter. S'il y a une erreur, dans ce cas-là, il faut faire un check et renvoyer l'erreur, faire popper l'erreur à l'appelant. Alors, Go n'est pas orienté objet. Ça, c'est un... En fait, je t'invite plutôt à... Je t'enverrai un lien, un Jean. Je l'enverrai aussi à tout le monde. C'est sur... j'ai écrit un chapitre spécifiquement sur ça pour dire que c'est orienté objet ou pas orienté objet Go. Ma réponse, c'est que oui, par certains aspects. On a l'encapsulation, on n'a pas d'héritage en Go, on a par contre de la composition. Et bon, sur ce sujet-là, je vous invite vraiment à lire le chapitre que j'ai fait là-dessus. Pourras-tu partager ton PowerPoint et l'URL? Bien sûr, bien sûr. Y a-t-il un Django de Go? Alors, je ne connais pas bien Django, c'est un framework web, c'est ça? Peut-être regarder le chat. Ouais, alors Django, je pense si c'est un framework web, bah, des frameworks web, il y en a plein qui existent. Vous avez Buffalo, je connais bien le mainteneur qui est hyper sympa. Il faut chercher sur GitHub, vous allez trouver plein de trucs. La communauté est très active. Des frameworks web basés sur Go, oui, Buffalo par exemple. Les ORM, alors il y a Gorm qui est assez connu, GORM, pour manipuler du SQL, mais sur plein d'aspects, il n'est pas parfait, et beaucoup de gens le critiquent, mais il est très bien. Sinon, vous avez SQLX de J. Moiron, qui est pas mal pour manipuler du SQL, ou sinon, vous avez toujours la librairie standard, en fait, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les ORM. Il faut vraiment voir Go comme quelque chose où vous avez une librairie standard hyper riche, et il n'y a souvent pas forcément besoin, en fait, d'utiliser des trucs externes. Alors, comment trouver un poste en mission quand on n'a pas d'expérience en Go? Expérience en C, C++, les entreprises favorites. Alors, ça, je vais te donner une réponse. C'est qu'en fait, moi, quand je faisais du recrutement à l'époque, je bossais pour Trixor à une époque, et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on formait les gens. On prenait des gens qui avaient des expériences en C, C++ ou en Java, puisqu'en fait, le langage a été créé pour faire monter, et on les formait. En 2 semaines, ils étaient opérationnels. Donc, moi, je pense que ce que tu dois dire si tu cherches ça, c'est que tu dis, voilà, tu as ton expérience en ça, que tu es prêt à apprendre, et tu peux essayer de te former.
toi-même et après postule. Mais je te dis, en 2 semaines, tu peux commencer à écrire des... Prends un petit projet, fais un serveur, fais un site web, et après, tu vas beaucoup apprendre comme ça. Comment on log en Go? En log en Go, il y a la librairie standard log. Tu fais log.println et c'est bon. C'est prévu. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions que je n'ai pas répondu? Un Spring? Non, pas à ma connaissance. Après, si tu cherches plutôt des frameworks web où tu as beaucoup plus de trucs de développer, moi, je te conseille vraiment d'utiliser Gin. Donc, j'enverrai le lien parce que c'est vraiment, il est très bien fait, très rapide. Et il y a plein de features et tu peux rajouter des middleware, tu peux rajouter une brique d'authentification, tu peux transférer des fichiers, gérer les formulaires. Donc, je te conseillerais Gin. Ça gère aussi, oui, bien sûr. La librairie standard, elle gère les logs dans un fichier. Tu as juste à définir l'output. Et l'output, ça peut être n'importe quoi sur lequel tu peux écrire. Ça va être une interface. Donc, tu peux mettre un fichier, tu peux mettre un sortie standard. Exemple de projet en Go. Ouais, moi, j'ai développé surtout des API REST en Go. Beaucoup de lignes de commande aussi pour faire des petites tâches du quotidien. Mais surtout des API REST, en particulier dans le domaine bancaire. C'est aujourd'hui utilisé en production dans pas mal de banques, dans des fintechs aussi. Donc c'est assez robuste. Encore une petite question? Profitez-en. N'hésitez pas, hein, même si c'est des questions que vous n'avez pas posées. Je vérifie quand même que j'en ai pas loupé. Ah, les perspectives d'évolution de Go. Mais alors, pour moi, ça va... C'est en pleine augmentation. Et je pense que ça va être un langage qui va être prédominant prochainement. En plus, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, mais Go est un langage avec un typage fort sur lequel tu as certains trucs que tu ne peux pas faire, comme par exemple, imagine que tu veux faire un tri d'une liste et que dans ta liste, tu n'as que des cartes. Il va falloir que tu développes la fonction pour trier les cartes par date. Mais il va falloir que tu la développes, en fait, cette fonction, parce que par défaut, tu ne vas pas avoir de fonction qu'on appelle générique. Et ça, les génériques arrivent en Go bientôt. Je crois que c'est l'année prochaine, prévu la release. Et ça, on a beaucoup d'espoir que la communauté grandisse vachement, parce que c'est un sujet sur lequel Go était beaucoup critiqué, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont habitués à utiliser des génériques, surtout en Java, en d'autres langages. Les librairies graphiques, alors je ne suis pas très au fait, mais je te conseille d'aller voir sur GitHub pour voir. Un ORM pour Go, tu as des ORM qui existent sur le marché, mais tu peux toujours utiliser la librairie standard. Et elle est exactement parfaite pour faire du requêtage SQL. Framework de test, ah oui, ça je l'ai pas. Oui, les tests unitaires sont directement intégrés dans Go. C'est-à-dire qu'il y a un package test qui fait partie de la librairie standard où tu peux directement développer tes tests unitaires et tu n'as pas besoin de télécharger autre chose. C'est directement intégré. Et donc, il y a tout ce qui s'ensuit, en fait, c'est que tu as aussi dans la ligne de commande, tu as un Go test qui permet de lancer les tests unitaires. Test unitaire, donc ouais, ça j'ai répondu. Test d'intégration, ouais, tu peux en faire aussi avec la librairie standard. Alors, les tests d'intégration, il faut peut-être mieux utiliser un autre truc à côté. Mais vraiment, test unitaire, c'est déjà prévu par défaut. Je crois qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup pour vos questions.
et pour votre participation. Ça fait hyper plaisir. J'espère que ça vous a donné envie d'apprendre le langage. Juste, moi j'ai écrit un livre sur Go, ça s'appelle Practical Go Lessons, on vous enverra le lien par la suite. Et en fait, il est complètement gratuit, vous pouvez le lire sur Internet directement. N'hésitez pas à me faire du feedback, vous y trouverez tout ce que vous avez besoin pour commencer Go. Sinon, vous avez la version papier qui est en vente, vous pouvez acheter sur mon site, on peut être payé par PayPal ou Stripe. Et donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire du Go. Voilà, et n'hésitez pas, il y a aussi beaucoup de ressources et la communauté est très riche. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à m'envoyer des questions d'ailleurs. Vous pouvez me joindre sur practicalgolessons.com. Vous aurez le lien à la fin. Et je suis dispo pour répondre et même pour vous aider si vous voulez débuter. Je vais partir de ça. Peut-être, Chloé, tu veux peut-être dire un mot? Non, je pense que tout est dit. Bah, merci beaucoup, Maximilien. On vous envoie tout dans le prochain email et toutes les ressources pour continuer à apprendre. Et puis, on vous remercie de votre participation. On vous dit à très vite. Merci beaucoup. À N'hésitez plus pas. tard. À bientôt. À bientôt.